the Kingdom of Morocco has, over the years, assiduously contributed to elevate water as a global communal concern. The growing international concern on the need to work together across boundaries to address the water challenge is the genesis of collective action and provides, in my view, compelling evidence of the emergence of global and regional cooperation to solve the many water challenges that humanity is facing. We believe here, and I'm here quoting late King Hassan II in his word to the first World Water Forum that we hosted in Marrakesh in 1997. We believe that our success in our use of water will be determined by the success with which we manage to live together. And it is in the nature of things that the way we use water may lead the way in other relationships. So this is just to give you the spirit of this workshop as it relates to our engagement in the making really water, I should say, a grand but a revolutionary one for fostering solidarity and cooperation in the world. My slides are in English, so now for the benefit of my colleagues I will switch to French. All what I'll be saying is put in these 4 pages so you can follow. Je vais maintenant parler en français et je pense que l'esprit de ce séminaire, je le dois à cette citation qui est de Sarvepalli Radhakrishnan dans son livre sur Western Religions Eastern Religions and Western Thought. Dans la dernière édition est paru en 1975. Bref, ce que dit cette citation, c'est que le monde est désormais un seul corps, mais il n'est pas une communauté. Pour réaliser cette communauté, nous avons besoin d'une éducation qui ne soit pas seulement transmission de techniques et de savoir, mais appel à la recherche du sens et des fins de l'action. C'est cette recherche du sens et des fins de l'action qui m'a attiré. C'est vraiment la sapiens de l'homo sapiens. C'est important. Donc nous avons besoin pour cela d'une mobilisation de toutes les sagesses du monde. J'espère que là, c'est ce que nous allons tenter de faire. Et je vous prie de considérer ça comme un peu l'esprit de ce séminaire.
Tu y vas, Khalid, parce que j'ai un problème de contrôle. Donc, ce que je vais faire dans cette brève introduction, c'est vous présenter, vous dire pourquoi la sécurité de l'eau, la sécurité hydrique est devenue une préoccupation globale, et puis introduire le débat sur comment la gouvernance de l'eau, et je vais parler, n'est-ce pas, au niveau de la réflexion internationale. Je préside le comité scientifique du partenariat mondial de l'eau, et je vais vous dire où est-ce que nous en sommes, nous, dans la communauté de l'eau, dans cette réflexion. Je suis sûr que David va parler de cette question de gouvernance tout à l'heure sur un angle plus différent, et ça va être aussi le cœur de nos débats. Juste pour vous dire rapidement que ici je cite Ban Ki-moon qui dit tout simplement que la préoccupation sur la sécurité hydrique est comme la soif de l'eau augmente avec le développement, la démographie et autres. Ce n'est plus une question ni de riches et de pauvres, ni du nord ou du sud. C'est une question globale et il appelle à en faire une affaire de tous. Alors, pour moi, je considère vraiment que la question de la sécurité hydrique est au cœur des risques globaux auxquels notre monde fait face, qu'ils agissent des risques environnementaux liés aux écosystèmes, à la biodiversité, aux risques qui vont être amplifiés par le changement climatique lié à la raréfaction des ressources en eau, à l'occurrence des événements extrêmes, qu'il s'agisse des inondations, des sécheresses, de la désertification, qu'il s'agisse aussi des risques sociétaux par rapport aux dynamiques des populations, l'organisation, l'immigration, ou des maladies émergentes, réémergentes. Nous avons connu Ebola ces derniers temps. Et bien sûr, les risques économiques, et on les a vécus depuis 2008, n'est-ce pas, avec la crise alimentaire, la crise financière, qui s'est transformée en une crise économique et bien d'autres. La crise qui est liée, non pas à la globalisation, mais à ces crises économiques ont créé un mouvement, je dirais, de déglobalisation. Et on voit la montée de ce mouvement dans beaucoup de pays, notamment en Europe. Et tout ceci, bien sûr, se conjugue pour créer d'énormes risques géopolitiques. Et notre région, malheureusement, les vit. C'est une réalité dans notre région, comme d'ailleurs dans bien d'autres. Ce qui pose la question de la gouvernance globale de l'eau. Il n'y a pas de structure du système des Nations Unies qui réfléchisse particulièrement à ça. L'eau est l'affaire de tout le monde et bien sûr et de personne. Alors, voici deux cartes que je vais vous présenter que nous avons reprises dans un livre que j'ai eu le privilège, dont j'ai eu le privilège d'être le co-auteur avec le professeur Luis D'Acunha et d'autres collègues, que nous avons intitulé L'eau et l'avenir de l'humanité, Water and the Future
of Humanity, qui est paru l'année dernière et que nous avons écrit sous les auspices de la Fondation Gulbenkian et d'un think tank sur l'eau. Oui. Et j'y ferai référence tout à l'heure. Donc, vous voyez que les problèmes de l'eau sont déjà à notre porte. Aujourd'hui, plus de 36% de la population mondiale, à peu près 2,5 milliards de personnes, et 22% du PIB global sont des zones, je dirais, à risque par rapport à la pénurie d'eau. Et suivante à Serrali, si on continue sur le scénario qui est à l'œuvre actuellement, ces proportions vont augmenter d'une façon dramatique. Ces risques vont concerner 52% de la population mondiale, et vous voyez l'étendue en rouge, 45% du PIB mondial, et pratiquement aussi 45% de la production de grains au niveau mondial. Donc ça nous ramène à la diapositive que je vous ai montrée, comment ces risques sont liés, interconnectés, avec des implications. Et j'avais l'habitude de parler avec mon collègue et ami Grisha Lazarev de l'âge des conséquences que nous vivons maintenant. Ce n'est pas uniquement un problème de disponibilité en eau, on a un problème qui monte en puissance, qui est celui de la coopération autour des eaux partagées, Transboundary Waters. Et vous voyez ici la carte des risques de conflit sur les problèmes des eaux transfrontalières. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on a déjà au niveau du Nil un grand risque, n'est-ce pas, qui est généré par le partage des eaux du Nil, aggravé par la construction à l'amont par l'Éthiopie du barrage de la Renaissance. Mais heureusement, il y a une lueur d'espoir. La semaine dernière, il y a eu une déclaration des gouvernements des pays riverains, comme quoi un accord est en passe d'aboutir. Mais voyez aussi ce qui se passe au niveau de la mer d'Aral. J'étais au Tadjikistan l'été dernier pour un problème de barrage qui est à l'amont. Et le Tadjikistan et l'Ouzbékistan sont en situation de guerre larvée. C'est une situation très, très importante. Je ne parlerai pas de la Plata, il n'y a pas un seul grand bassin en Afrique qui n'est pas partagé par plusieurs pays. Ça, c'est si on n'arrive pas à changer d'approche, si on ne s'engage pas dans une véritable coopération internationale, malgré le fait que nous avons 2 conventions internationales, dont une a été finalement ratifiée et mise en œuvre depuis août dernier, et l'autre plus ancienne, on n'en est pas encore là. Donc il y a un besoin de changer notre réflexion, mieux réfléchir aux incitations ou aux désincitations à la coopération internationale. Mais c'est un défi historique. Ce n'est pas une date pas d'aujourd'hui. Je fais cette citation. Vous savez que le mot rival tient son origine latine de rivalis. Et rivalis signifie les pays qui partagent une rivière.
Donc la rivalité est, j'allais dire, dans quelque chose avec laquelle nous vivons. Donc, malgré des réalisations, des progrès tangibles, nous sommes aujourd'hui en train de fêter bientôt la fin de la décade de l'eau. Il y a des progrès que nous avons montrés dans différents domaines, que ce soit l'eau potable, l'assainissement. Notre collègue Hurriyet Aziz devait être là avec nous, mais pas encore arrivé. Dans le domaine de la gestion intégrée des ressources en eau, il y a plus de 80 pays du monde qui ont embarqué dans des processus de réforme de leur secteur de l'eau, etc. Mais je pense qu'il est temps de réfléchir à de nouvelles approches, des fois de changement de paradigme, de donner vraiment un contenu nouveau à la gouvernance de l'eau, d'autant plus qu'actuellement, il y a beaucoup de pays qui connaissent des transitions socio-économiques, démographiques, etc., qui doivent justement être intégrés dans la gouvernance de l'eau. Ces transformations sociétales, ces transformations d'économie, etc., il faut les prendre en considération, et nous avons vu que ceci se produit dans beaucoup de pays. Je vous propose ici une définition que nous avons développée au Global Water Partnership de la gouvernance. Nous la définissons comme l'ensemble des systèmes politiques, socio-économiques et administratifs qui sont mis en place pour mobiliser et gérer les ressources en eau, mais aussi pour assurer, je dirais, les services de l'eau, que ce soit eau potable, irrigation, navigation, tourisme, etc. Il y a beaucoup de définitions. Il y a une définition du PNUD qui est beaucoup plus nuancée. L'OCDE a lancé un énorme programme actuellement qui est en cours sur la gouvernance de l'eau. Mais j'ai tenu à vous présenter cette définition par rapport aux disciplines qu'elle implique. Cette définition fait appel à l'économie pour des raisons de bien-être, d'efficience, d'équité. Cette définition fait à l'économie appel à l'économie institutionnelle pour tout ce qui intéresse l'efficacité et en termes de coûts, l'efficacité institutionnelle, les alternatives institutionnelles. Elle fait appel aux sciences de l'administration publique en termes de performance, de reddition des comptes, n'est-ce pas, de bureaucratie. Elle fait appel aussi à la politique, à l'économie politique, et ça c'est une dimension aussi très importante pour tout ce qui est interaction entre les politiques et les économies de l'eau. Alors, de cette définition découle un certain nombre de principes. Vas-y, Khalid. Les principes, c'est que nous avons besoin d'une gouvernance qui soit ouverte, transparente, qui soit inclusive, participative parce qu'elle est communicative, intégrative, si je puis utiliser ces traductions en français, équitable et éthique. Ça, ce sont j'allais dire, les principes clés que nous partageons et qui s'est traduit sur le plan de la performance et de l'opérationnalisation en termes de reddition des comptes, en termes d'efficience,
en termes de réactivité, de réponse aux besoins sociétaux, et bien entendu, tout ceci doit être encadré par la durabilité. Alors moi, ce n'est pas quelque chose qui est simple parce que, à mettre en œuvre, parce que il faut tenir compte du contexte et je dirais des conditions initiales pour utiliser les termes de la modélisation. Et j'ai développé ce cadre conceptuel d'analyse que j'utilise beaucoup, même ici dans ce conseil, qui se fonde sur ce triptyque politique, institution et process. Et voyez qu'on passe d'une gestion centralisée à une gestion qui est fondée sur une gouvernance effective de l'eau. Là aussi, il y a des nuances entre gouvernance effective et bonne gouvernance. Et cette transition qui est marquée par cette flèche rouge est en fait la résultante de plusieurs transitions. Vas-y, s'il te plaît. Encore, tu mets tout en bloc. Donc, elle est la résultante d'abord de ce qu'est le potentiel hydraulique, le potentiel de ressources en eau dont dispose une nation. Elle est aussi la résultante de la transition économique, du niveau de développement économique du pays et même d'un bassin. Nous voyons ici, par exemple, au Maroc, le bassin du Souss-Massa, qui est un bassin développé économiquement, où l'eau est devenue un enjeu économique, et on a réfléchi la gouvernance de l'eau autrement qu'on l'a réfléchi ailleurs. La gouvernance en termes aussi de politique, comment l'évolution de la démocratie à tous les niveaux, notamment au niveau local, la décentralisation, les traditions de gouvernance. Il y a les dimensions sociales et culturelles avec l'expérience locale en termes de services, en termes de gouvernance locale, etc. Et tout ceci, on va, je dirais, l'aborder dans ce séminaire. Je voudrais insister sur la situation des ressources en eau, non pas à cause d'une approche techniciste, mais parce que nous avons fait, ça c'est une carte récente, que nous avons faite dans le cadre, quand je dis nous, le Partenariat mondial de l'eau et l'OCDE, sur les problèmes de Economics of Water Security. C'est la dimension économique de la sécurité hydrique. Et on a fait ce travail avec l'université d'Oxford, l'équipe de Jim Hall. Et c'est un grand travail de recherche scientifique pour véritablement argumenter cette intuition que nous avons que la sécurité de l'eau détermine le développement économique. Et le rapport va sortir, il va être présenté au prochain Forum mondial de l'eau en Corée du Sud. Mais vous voyez ce graphe, il montre justement que les pays qui ont une hydrologie, là on l'appelle simple, mais il n'y a jamais d'hydrologie simple, qui ont investi beaucoup en termes d'infrastructures, en termes d'institutions, réalisent des niveaux de développement beaucoup plus importants. C'est fait par bassin, et vous voyez en rouge les bassins, toute la zone rouge, c'est là où justement la complexité hydrologique se conjugue avec, je dirais, l'indigence économique pour créer des problèmes, et c'est surtout en Afrique. Je pense toujours que
l'Afrique, comme beaucoup de pays, subissent la malédiction de la variabilité hydrologique. C'est très compliqué, ce n'est pas quelque chose de simple. Alors, je n'ai pas résisté à vous présenter ces quatre dimensions, disons, c'est une diapo que j'ai empruntée à mon ami professeur Tony Allen du King's College. Je sais que l'Institut est en contact avec lui. Nous avons fait ensemble une présentation récemment à l'Organisation pour la coopération et la sécurité en Europe, l'OSCE, sur justement comment la sécurité hydrique détermine la sécurité en général. C'était très important. Je ne vais pas m'étendre beaucoup là-dessus, mais j'aime bien sa représentation avec ces quatre dimensions. La dimension hiérarchique, c'est le contrôle et la commande qui ont prévalu pendant tout le 18e, 19e et le 20e siècle, à un moment où où les pays étaient préoccupés par le développement des infrastructures. C'était l'ère des infrastructures. Et puis, dans le troisième cadran sur la gauche, en bas, les années 80 étaient les années où on a essayé de promouvoir, et surtout par les bailleurs de fonds, l'approche économique, les instruments économiques, la tarification, les marchés de l'eau, etc. Ça a marché quelque part et ça n'a pas marché ailleurs. Nous avons aussi la société civile qui a réagi à ça, et vous connaissez les émeutes qui ont eu lieu dans beaucoup de pays sur le droit à l'eau et autres. Et maintenant, il y a un mouvement aussi de la société civile, des ONG, qui promeut une approche fondée sur l'éthique et les valeurs, et David nous en parlera. Donc, je voudrais conclure cet exposé introductif en vous disant que d'abord, la dimension des défis de l'eau auxquels nous devons faire face n'est pas à sous-estimer. C'est une dimension importante. Nous avons besoin de changements dans la façon de gouvernance. Je pense qu'on a besoin de savoir pour bien comprendre les problèmes, n'est-ce pas? On a besoin d'instruments d'analyse, de mesure des situations hydrauliques pour mieux, les problématiques de l'eau, pour mieux les gérer. Mais au-dessus de tout, je pense que les savoirs peuvent stimuler un changement comportemental. C'est à cela que nous voulons arriver à travers ce dialogue que nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas? Ce n'est pas que la communauté des ingénieurs, des hydrauliciens qui vont décider du devenir de l'eau dans le monde. Mais au-dessus de tout, donc on a besoin d'une nouvelle culture de l'eau, d'une nouvelle relation de nos sociétés à l'eau. Mais au-dessus de tout, je pense que, et c'est un peu l'esprit qui a prévalu dans la rédaction, n'est-ce pas Luis, de ce livre, nous avons besoin de regarder le futur avec optimisme. Nous n'avons pas besoin, n'est-ce pas, de continuer à remuer des scénarios de catastrophe, n'est-ce pas? Et ce que nous avons besoin, et pour cela on a besoin d'une meilleure compréhension et d'une action communautaire.
Et je terminerai avec cette citation de Darwin qui dit que ce n'est pas parmi les espèces les plus qui vont survivre, les espèces qui vont survivre, ce ne sont pas les plus intelligentes, ni les plus fortes, mais ceux qui peuvent réagir au changement. Et j'espère que nos sociétés auront le ressort de réagir au changement, parce que c'est ce 21e siècle, s'il y a une seule constante dans ce monde du 21e siècle, c'est le changement. Merci. Voilà.